Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque le plus long règne de l'histoire de l'Angleterre vient de se terminer avec la disparition de la reine Elisabeth. Jean Descartes, vous l'avez, je pense, connu, mais surtout vous avez beaucoup écrit sur elle et vous publiez un livre, La saga des Windsor chez Perrin, qui raconte toute cette famille. C'est vrai que vous êtes un spécialiste de la couronne. Bien, si vous voulez, c'est un roman vécu historiquement par des millions de gens. C'est devenu un spectacle mondial pour une raison précise. C'est que le 2 juin 1953, lors de son couronnement et de son sacre, la jeune reine Elisabeth II a décidé que la cérémonie serait retransmise à la télévision. À l'époque, c'est d'une grande audace, mais c'est très malin. Churchill, le Premier ministre, était contre, car la jeune reine voulait que toute la population du Commonwealth aussi, tous les États associés de l'Ancien Empire, puissent avoir l'impression d'être invités à Westminster. Elle ne voulait pas que des gens se sentent loin. Alors, ça a été un succès extraordinaire. Le film était diffusé en direct en noir et blanc, mais il avait été enregistré en couleur. Moi, je me souviens, je l'ai vu à l'Olympia à Paris. C'était un spectacle. Donc, la reine Elisabeth II a de toute façon été l'héroïne, bien avant The Crown, d'un vrai spectacle, celui de la monarchie britannique. Alors, on va évoquer justement cette date et d'autres, puisque c'est le principe des clés d'une vie. La première date que j'ai trouvée, c'est le 8 avril 1957. Ce soir-là, elle est à Paris, à l'Élysée. Monsieur le Président, je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. On entend la reine Elisabeth, donc à l'Élysée, pour un dîner officiel. C'est sa première visite officielle. Elle s'adresse à René Coty dans un français parfait. Ah, mais la reine parle un très bon français. Elle avait appris avec une institutrice très brillante d'origine belge. Et elle lit les livres en français. Enfin, elle aimait beaucoup tout ce qui se passait en France, où elle est venue parce qu'elle avait des chevaux aussi, qu'elle élevait, qu'elle aimait Paris. On se souvient qu'elle a été reçue somptueusement à Paris, et c'était vraiment, même à l'inauguration du tunnel sous la Manche, elle a tenu à dire au président Mitterrand: je viens du côté français, et nous allons entrer sous le tunnel, sous les milliards de tonnes d'eau ensemble. Ils n'étaient pas très rassurés tous les deux, cela dit. On voit très bien la tête du président. Et elle ne voulait pas que ce soit une invasion, mais une promenade, un accompagnement. Non, elle aimait beaucoup la France, et les Français l'aimaient beaucoup. Oui, et ce voyage en 57, d'abord, sur les Champs-Élysées, la foule est massée, ce qui ne serait pas pensable aujourd'hui. Elle remonte vers l'Arc de Triomphe pour aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, et elle symbolise ainsi l'union fraternelle entre la France et l'Angleterre. Oui, après pas mal d'incidents, de crises, etc., et comme on sait, ça n'est pas tout à fait fini. Mais la reine était une femme de devoir pour laquelle l'histoire donnait des rendez-vous. On sait très bien que lorsque elle a été affaiblie après le décès du prince Philippe, par les conséquences un peu de l'état de Covid généralisé, je dirais, au Royaume-Uni, elle était vexée et furieuse de ne pas pouvoir tenir ses engagements. Par exemple, d'être obligée de faire des visioconférences, d'être en visioconférence avec le Premier ministre, puisque ne disposant pas du pouvoir pour gouverner, elle disposait de celui de régner, c'est-à-dire d'être au courant de tous les dossiers et de voir quelle est la meilleure solution dans ce qui est proposé par le gouvernement. Et en tout cas, l'abdication était un sujet tabou, c'est évident. Parce que depuis le 10 décembre 1936, c'était un mot de cauchemar avec l'abdication de son oncle Édouard VIII pour épouser Wallis Simpson, qui avait fait d'elle, cette abdication, la princesse héritière qu'elle n'était pas au début. Donc Elisabeth II a toujours été une femme qui tenait ses engagements. Et on sait que quand elle ne pouvait pas honorer de sa présence une cérémonie du souvenir, notamment le Remembrance Day, en la mémoire des combattants des 2 guerres mondiales, ou accueillir les gens à un sommet du Commonwealth, par exemple, tenir ses engagements était pour la reine une obligation. Je rappelle qu'elle avait dit le 21 avril 1947, au Cap, en Afrique du Sud, dans un discours diffusé par la BBC, que ma vie soit longue ou courte, je resterai au service de la nation.
Voilà. Alors, il se trouve, Jean Descartes, qu'en 48, elle vient à Paris pour la première fois et elle tombe amoureuse de Paris pendant les fêtes de la Pentecôte, puisqu'il y a 3 jours où elle savoure cette liberté qu'elle a provisoirement, puisqu'elle n'est pas encore sur le trône. Non. Alors ça, c'était un grand moment. Et la reine, donc nous l'avons dit, qui parlait très bien français, s'est renseignée sur beaucoup de choses. Quand elle est venue avec Philippe pour une sorte de voyage de noces prolongé, elle avait voulu aller dîner discrètement à la Tour d'Argent, ce qui n'était pas tout à fait discret, parce que tout le restaurant était en émoi. Il y avait même des appareils photo qui étaient cachés dans le sous-sol. Non, la reine aimait beaucoup la France. Elle a connu de nombreux présidents français. Évidemment, le général de Gaulle, pour des raisons évidentes de souvenirs, qui a fait un voyage triomphal à Londres, et la reine qui est venue reçue par aussi bien René Coty, Georges Pompidou, Jacques Chirac qui s'est fendu d'une gaffe en prenant la reine par la main, etc. On ne touche pas la reine. Enfin bref, ça n'empêchait pas de suivre l'actualité et la vie française avec un grand intérêt. Et le président Mitterrand, je le redis, était fasciné par cette façon extraordinaire d'être au sommet de l'État, d'avoir un rôle inouï, d'être au courant de tout et de ne rien pouvoir dire en dehors de la confidence qu'elle peut faire au Premier ministre. Alors, il se trouve aussi qu'on ne sait pas toujours qu'elle n'est pas née au château de Buckingham, mais chez ses grands-parents maternels, au 17 Breton Street. Oui. Parce que c'était une tradition. Oui, c'était une tradition d'habiter dans Londres et de donner naissance aux enfants de la famille dans des résidences confortables, mais pas au palais de Buckingham, pas à Windsor, etc. C'est la différence entre des résidences, je dirais, privées et des résidences officielles. Mais la reine connaissait par cœur Londres, connaissait par cœur Édimbourg, parce que sa mère était écossaise, donc c'était très important. Et s'y retrouvait très bien dans Paris quand elle a été reçue, qu'elle a vu des modifications déjà des travaux avant ce qui allait arriver plus tard. Elle connaissait beaucoup de choses, elle avait une mémoire extraordinaire. Et une mémoire qu'elle a cultivée dès l'enfance, car elle n'est pas allée à l'école, elle avait des préceptrices. Elle avait des précepteurs, elle a eu une institutrice, je le répète, d'origine belge qui lui a appris le français, et elle a appris ses privilèges politiques, constitutionnels, avec un constitutionnaliste qui, depuis la reine Victoria, rappelle au futur souverain ou à une future souveraine ses devoirs, ses possibilités, ce qui ne peut pas être fait, ce qui peut être fait, etc. La reine était aussi chef des armées, donc elle a beaucoup souffert en 1956 au moment de l'affaire de Suez, où on l'a obligée à mobiliser les troupes, et tout ça n'était pas très brillant, comme on sait, mais enfin, elle avait, si vous voulez, l'expérience de la guerre. Il ne faut jamais oublier que si Élisabeth était tellement dévouée à sa mission, c'est parce qu'elle avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Les restrictions, un œuf le dimanche comme tous les Britanniques, au petit déjeuner, l'eau du bain d'un faible niveau, niveau de la baignoire dessinée par le roi George VI, et l'eau pas toujours très chaude. Le rationnement alimentaire, donc rationnement à tout point de vue, pendant que les bijoux de la couronne étaient dans une boîte à biscuits. Donc, ce qui lui a permis, notamment au moment de la pandémie, de parler au peuple britannique en connaissance de cause, en sachant ce qu'est un sacrifice national, une épreuve nationale. Elle était à ce moment-là le seul chef d'État en exercice ayant vécu des épreuves comparables. Alors Jean Descartes, il faut savoir aussi que ses matières favorites quand elle apprenait tout, quand elle était à l'école, à la maison, c'était l'élocution, la littérature, la musique, et puis elle avait la passion déjà des chevaux et des chiens. Ah oui, les chevaux, les chiens. Écoutez, la passion de la reine était telle que le jour de son sacre et de son couronnement, elle a parié avec un de ses chevaux. Son cheval a perdu pendant qu'elle était couronnée et elle a consolé l'entraîneur. Elle avait des chevaux qui s'entraînaient en France, oui. Et dans le fond, quand au gré de la pandémie, de la perte du prince Philippe, etc., on l'a pas vu ou pratiquement plus à cheval, on pouvait se dire que ça, c'était un moment grave parce qu'elle était toujours très heureuse à cheval. D'autre part, la reine avait beaucoup d'humour. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est
mise en boîte, si je puis dire, elle-même, en acceptant de jouer son propre rôle. On se souvient des Jeux Olympiques de 2012, où elle a reçu James Bond, Daniel Craig, elle-même, elle qui a été tellement caricaturée, brocardée, si vous voulez, elle a accepté en quelques mots de jouer le jeu avec son espion favori 007. Et donc les chiens, elle a toujours eu des Les chiens. alors notamment des chiens insupportables, les corgis, qui rendaient le prince Philippe fou, parce qu'il marchait dans les jambes de tout le monde. Alors je pense que la reine en était vraiment à la 6e ou 7e génération des corgis. Le premier lui avait été offert par son grand-père comme un cheval Georges V, et les corgis sont devenus une dynastie. Je répète que le prince Philippe n'est supporté si peu que dans un dessin animé très drôle qui s'appelait Royal Corgi, on voit le prince Philippe, c'est un dessin animé pratiquement, qui lit un livre « Comment tuer un chien », parce qu'il n'en peut plus des chiens de son épouse. Et il y a d'autres choses qui se sont passées dans la vie de la reine. On en parle dans quelques instants avec Jean Descartes et une autre date, le 10 décembre 1936 sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission spéciale puisque nous évoquons aujourd'hui la reine d'Angleterre qui a mis un terme au plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique. Nous l'évoquons avec Jean Descartes, qui a publié la saga des Windsor chez Perrin, un livre où vous racontez de l'Empire britannique à Élisabeth II, l'histoire de la couronne. Et tout à l'heure, vous avez évoqué une date, le 10 décembre 1936, car ce jour-là, son destin est scellé. Oui, la jeune Élisabeth, princesse de la famille royale, a 10 ans, et depuis quelque temps, elle voyait que son père ne parlait plus beaucoup de son propre frère, l'oncle David, et on apprend donc quelque chose de stupéfiant dans l'histoire britannique. L'oncle David, devenu le roi Édouard VIII, quelques mois auparavant, annonce à la BBC qu'il va abdiquer parce qu'il ne peut pas, on veut l'empêcher de vivre avec la femme qu'il aime, la sulfuleuse Wallis Simpson, américaine divorcée déjà 2 fois. Et donc ce discours est un coup de tonnerre pour tout le monde britannique. Le mot abdication est une telle honte pour la famille royale et pour une histoire d'amour que c'est vraiment insupportable. Et ça change le destin d'Élisabeth. Alors, d'abord, ça change le destin de son père, Bertie, qui va devenir le roi George VI, le roi qui avait des difficultés d'élocution, on le sait depuis le film Le Discours d'un roi, et elle va devenir princesse héritière, ce qui n'était pas du tout prévu. Et elle sera princesse héritière dans des temps particulièrement difficiles, notamment la Seconde Guerre mondiale, où à l'âge de 16 ans, 17 ans, son père va la tenir au courant du contenu de ce qu'on appelle les Royal Boxes, les boîtes rouges, qui sont uniquement pour les yeux du monarque, avec des messages, des télégrammes chiffrés, codés, secrets. Et Élisabeth a pris l'habitude d'être au courant de tout. Alors, il se trouve que Winston Churchill, à l'époque, dit à son propos, elle a une autorité stupéfiante pour une enfant, car cette femme rigoureuse et organisée va se préparer à ce métier de reine. Oui, parce qu'Élisabeth était très consciencieuse, extrêmement sérieuse. Elle préparait ses devoirs et ses leçons, comme elle disait quelquefois. Elle connaissait tout. Et quand on lui parlait d'un sujet qu'elle avait dû étudier, elle l'avait étudié à fond. Et on disait qu'à Buckingham, par exemple, lorsqu'elle y était, la dernière fenêtre allumée le soir était celle du bureau de la reine qui réétudiait un dossier, qui demandait des explications si ça ne convenait pas. Donc c'était une femme extraordinairement consciencieuse. Et elle a eu un mot formidable sur Churchill. On peut le citer parce que théoriquement, la souveraine ou le souverain ne doit pas donner son avis sur les premiers ministres. Elle en a eu près de 17. Elle a fait une exception. On lui a demandé au moment des obsèques de Churchill en 1965 ce qu'elle pouvait dire. Elle a eu un mot inouï. Elle a dit il était divertissant. Et ça, en effet, Churchill était divertissant. Ah, il y a des scènes fabuleuses qu'on raconte, notamment lorsqu'il s'enfermait dans son atelier de peinture au 10 Downing Street et qu'il peignait loin du bruit de la ville et de la foule. Oui, mais ça fait si vous voulez, un personnage extraordinaire pour elle. C'est lui qui, lors de la mort de George VI en 1953,
Premier ministre attend la nouvelle reine au pied de la passerelle de l'avion qui revient du Kenya d'une façon précipitée. Tout le gouvernement est en jaquette et en deuil, et la reine, avec un humour décalé, dira en voyant toutes les limousines, tiens, on a fait venir les corbillards. Bon, elle avait cette façon étonnante de maîtriser ses émotions. On ne l'a vu réellement pleurer. Je mets à part le décès du prince Philippe, parce que derrière son masque, seul dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, le monde entier n'oubliera jamais cette image. Mais on l'a vu réellement verser une larme fin 1997 pour le désarmement du yacht royal de Britannia, parce que ça avait été sa vraie maison flottante qu'elle avait aménagée, organisée avec Philippe. Et c'était pas un château qui avait 1000 ans. Alors, justement, le prince Philippe, Jean Descartes, tout commence quand elle a 13 ans, au cours d'un dîner à l'école navale royale de Dartmouth, où elle croise un bel officier. Oui, on est juste avant la guerre, hein, on est le 13 juillet 1939, Elisabeth Lilibet pour la famille, à 13 ans. Elle est séduite par cet aspirant de la Royal Navy, qui est un neveu de l'oncle Mountbatten. Bon, Philippe est un prince de Grèce apparenté aux Romanov, au Danemark, à toutes les familles royales d'Europe. Et elle déclare carrément, ce sera lui ou personne. Donc une détermination extraordinaire, et il sera son roc, comme elle a dit, sera l'homme de sa vie. Et ça ne sera pas facile, parce que lui est une sorte de SDF du Gotha européen, et je dirais désargenté. Il va se faire admettre, ça va être très difficile. Bien sûr, on va le traiter de tous les noms, on va s'inquiéter du mari de la future reine, et puis ils vont se marier en 1947. Ce sera le premier mariage princier de l'après-guerre. Une cérémonie dont Churchill dira que c'était un moment de lumière vers lequel nous devons aller, parce que elle a dû attendre que l'Angleterre héroïque, enfin le Royaume-Uni héroïque, mais exsangue, se remette un peu. Rien que pour sa robe de mariée, elle a dû emprunter des coupons de tissu à ses amis. Il se trouve qu'à 13 ans, bon, bien sûr, il ne l'a pas remarqué, mais ils se sont retrouvés quelques années plus tard à Balmoral, pendant la guerre, où là, ça a été le début de l'idylle. Oui. Et ça a été rapide, ça a été évident. Alors, il y a eu énormément de polémiques, parce qu'on se demandait quel était le nom, l'identité de Philippe, bon, avec sa famille grecque, russe, etc. Mais enfin, il avait aussi une parenté avec la reine Victoria. Il a fallu beaucoup de manœuvres diplomatiques avec le gouvernement, et finalement, pour arriver à cette chose, après quelques incidents, que la famille allait s'appeler Windsor. Alors, il faut rappeler que c'était son grand-père, George V, qui avait choisi le nom Windsor en 1917, parce que faire la guerre contre l'Allemagne en portant toujours le nom de Saxe-Cobourg, ça faisait un peu désordre. Et il se trouve qu'elle a refusé, alors qu'elle aurait dû s'appeler Mountbatten, elle a refusé. Elle a refusé, et son mari était très vexé de ne pas pouvoir donner son nom à ses enfants, et finalement ils ont transigé. Après une phase où il y avait Mountbatten-Windsor, ce sont devenus les Windsor. Et dans le fond, si vous voulez, c'est un résumé de l'histoire royale britannique, puisque le château de Windsor est la plus ancienne forteresse au monde toujours habité. 1000 ans d'histoire depuis Guillaume le Conquérant, ça convenait très bien pour s'installer dans une famille qui avait besoin, si je puis dire, d'une nouvelle identité. Ça n'a pas été facile pour Elisabeth et Philippe de s'imposer, parce que il avait aussi des origines allemandes, et à leur mariage en 47, les sœurs du prince Philippe n'avaient pas été invitées parce qu'elles avaient été trop proches du nazisme. Ouais. Et il se trouve que quand il a appris que ça serait la famille Windsor et pas Mountbatten, il a dit, le prince Philippe, foudrage, je ne suis qu'une Habib. Moyennant quoi, il avait de faibles connaissances en biologie, parce que les Habibs n'ont pas besoin d'accouplement pour se reproduire, mais ça a été un moment difficile. Il faut le dire, être le prince consort n'est pas facile. Dès l'annonce officielle du décès du roi George VI, Philippe devait marcher 2 pas derrière son épouse, toujours 2 pas derrière la reine. Et dans l'intimité, il l'appelait cabbage, ça veut dire mon chou, oui. Mon petit chou, ou ma saucisse. Oui, ma saucisse, oui, ils avaient des petits mots charmants, mais ça, c'est un moment de décontraction, forcément, face au
au protocole. La reine avait des codes extraordinaires. Lorsqu'elle donnait une audience ou lorsqu'elle était dans une réception évidemment très triée sur le volet, si la conversation devait s'arrêter, si elle avait un autre rendez-vous, elle avait une façon extraordinaire de faire comprendre que c'était fini. Elle changeait son sac de bras. Donc il n'y avait pas un mot désagréable pour la personne à laquelle elle s'adressait, mais la dame d'honneur savait qu'elle pouvait dire « Madame, votre Majesté a un autre engagement ». Voilà, ce sac, c'est la tradition, c'est la légende. La reine d'Élisabeth II sans sac, c'était pas pensable. Ça a toujours été comme ça. Oui, oui. Et le sac ne la quittait pas et on regardait de quel côté elle allait le porter, etc. C'était ses relations avec la mode qui étaient assez extraordinaires. Vers la fin de sa vie, elle a quand même présidé des défilés de mode. Elle qui était a priori l'anti-mode, ce qui est faux. Elle avait des tenues qui lui convenaient très bien, des chapeaux qui lui convenaient très bien, et elle suivait attentivement tout ce qui se faisait. Et ce défilé de mode, elle l'a présidé, en quelque sorte, avec la papesse de la mode de l'époque, Anna Wintour. Donc c'était quand même extraordinaire. La reine a eu des audaces formidables. Faut rappeler aussi qu'elle a encouragé le Swinging London des années 60 avec les Beatles, avec l'invention de la mini-jupe, qu'elle les a décorés, les Beatles chevaliers de l'Empire britannique. Elle était tout à fait de toutes les époques, je dirais. Et une époque importante et une date importante, c'est le 2 juin 1953. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean Descartes. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission spéciale qui célèbre la reine Elisabeth qui vient de nous quitter après le plus long règne de l'histoire de l'Empire britannique. Et Jean Descartes, vous connaissez bien le sujet. Vous publiez la saga des Windsor, que je recommande d'ailleurs et qui est chez Perrin, un livre de fond, un livre synthèse. Et vous connaissez tout, y compris bien sûr le 2 juin 1953, le couronnement. Ben oui, le couronnement et le sacre d'Élisabeth est un événement considérable. Alors, je le répète, il y a eu un petit conflit avec Churchill. La reine a imposé son point de vue. Elle a voulu que la cérémonie soit télévisée. C'était absolument nouveau. Il y avait quelques millions de téléviseurs en Europe. Elle a eu plus de 30 millions de spectateurs parce que les gens se sont précipités dans les cafés, dans les pubs. Quand quelqu'un avait un téléviseur en noir et blanc, bien sûr, à l'époque, il recevait ses voisins, ses amis, c'était un événement. Mais même en France, on est passé en une semaine. France, absolument. On vendait, je crois, 5000 téléviseurs par semaine. La reine a été le plus grand agent de promotion de la télévision dans les années 50, c'est évident. Et le commentaire en France était fait par Jacques Salbert depuis Londres, et pas encore Paris on Zitrone. Oui, absolument. Mais je veux dire, c'était extraordinaire parce que pour ce sacre et ce couronnement, avec son caractère très consciencieux, son sens du devoir, la jeune souveraine, puisqu'elle était politiquement déjà souveraine, si je puis dire, elle répétait la cérémonie en portant sa couronne au petit déjeuner ou en faisant son courrier pour pas faire de faute le jour de la cérémonie. Ce qui faisait que Philippe se moquait d'elle, etc. Mais c'est ce côté consciencieux qu'Élisabeth II aura toute sa vie de tenir ses engagements. Rien ne pouvait l'exaspérer de plus que les gens qui manquaient à leurs paroles, qui ne tenaient pas leurs engagements, qui n'étaient pas au rendez-vous qui était prévu, etc. Elle était extraordinairement sérieuse pour ça. Alors, il se trouve qu'à cette cérémonie, il y a, je crois, 7500 invités, les dirigeants du monde entier qui s'interrogent quand même. Qu'est-ce que va faire la reine? Qu'est-ce que va faire une femme dans les années à venir? Oui, c'était un grand événement. Elle était quand même très jeune et les épreuves n'ont pas manqué. Alors, il faut rappeler que depuis la reine Victoria, les pouvoirs constitutionnels de la souveraine ou du souverain britannique étaient très très bien fixés et qu'elle s'est entendue, il faut le préciser, très bien avec des premiers ministres, y compris des travaillistes comme Harold Wilson, etc. C'était pas du tout le bord politique, elle dépassait la politique, la reine, ça c'est très important. Avec une obsession dans ces dossiers, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le moment de le faire? Et elle a beaucoup appris. Ça, c'est très important parce que ce long règne a été un long devoir, je dirais, permanent d'apprentissage, d'information en permanence. On craignait qu'elle devienne une potiche, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas du tout le cas. Elle savait imposer son point de vue. Comme Madame Thatcher a commis l'erreur
de devenir la femme la plus célèbre, elle a cru qu'elle était l'État. Non, elle n'était que le chef du gouvernement, et la reine le lui a fait rappeler. Et y compris dans des façons, je dirais, assez cocasses. Quand Mme Thatcher est venue à Balmoral, en Écosse, elle avait oublié de prendre des bottes pour se promener en campagne, elle n'avait que des petites chaussures vernies. La reine lui a fait comprendre, c'est un peu comme Diana, que si on n'aime pas la campagne et la vie à la campagne, en Angleterre, on est mal parti. Alors, il se trouve aussi, bon, elle surveillait tous les travaux du Parlement, qu'elle lisait jusqu'à la dernière ligne, mais elle faisait même les menus des repas. Oui, vous avez les menus des repas, pour que ce soit léger, bien composé, pas trop lourd, choisissant avec les sommeliers les vins, aimant beaucoup le champagne français notamment, se renseignant sur les goûts des gens, toujours le devoir, le sens du détail dans la présentation, dans l'accueil, avec, pour le château de Windsor, une grande délicatesse, faut le dire, parce que il y a du temps de Victoria, qui était, si je puis dire, très proche de Napoléon III, une grande salle avait été réaménagée dans le château de Windsor, et alors, quand un visiteur illustre venant de France n'y était pas, la salle s'appelait la salle Waterloo. Mais évidemment, quand on recevait soit l'empereur Napoléon III, soit les présidents de la République française, par exemple, comme c'est arrivé à Nicolas Sarkozy, la salle à manger rechangeait de nom, c'était la salle des États, la salle officielle, etc. Il y avait beaucoup de délicatesse de la reine et beaucoup de clins d'œil, je veux dire. Et sa seule pause quotidienne, son péché mignon, Jean Descartes, c'était, je crois, la tasse de thé avec un morceau de chocolat. Oui, c'était les seuls écarts qu'elle s'apportait. Elle faisait très attention au menu. Elle était beaucoup plus raisonnable que sa mère, qui marchait volontiers au gin, mais enfin qui avait vécu d'une façon extraordinaire. 102 ans au gin, c'est pas mal. Oui, 102 ans au gin. Moi, je me souviens, puis une de mes tantes avait reçu la reine-mère, et il y avait, dans les années 1970, en Périgord, un cafouillage dans le service protocolaire et de sécurité. Donc, c'était la panique, et on dit, c'est pas possible, la reine n'a pas ses gardes du corps. Bon, et elle est arrivée vers 7 heures du soir, la reine-mère, avec son verre plein de gin, en disant à ma tante: mais Simone, ne craignez rien, Hitler et Staline m'ont raté. Voilà. C'est de l'humour britannique. Alors, il y a aussi les enfants, parce que les enfants, elle a eu 3 enfants, et elle les a élevés. Vraiment, elle a fait très attention que Charles, Anne et Andrew soient élevés selon des principes rigoureux, Jean Descartes. Oui, avec des institutrices, avec des écoles très bien choisies. Alors, ça n'a pas été drôle pour Charles, hein, parce que un collège écossais, comme son père l'avait eu, avec un enseignement de qualité, mais un rythme de vie très dur, très sévère, plein de restrictions, plein d'interdits, mais le sens du devoir pour les enfants. Andrew, qui a causé beaucoup de soucis à la reine après, on le sait, était l'enfant, je dirais presque favori, parce que c'était l'enfant de la réconciliation après une crise conjugale avérée ou pas tout à fait prouvée, mais enfin bref, un éloignement de Philippe. Qui était parti aux Jeux Olympiques d'Australie, à Melbourne, un peu longtemps. Faire un peu de sport, oui. Oui, et c'est, si vous voulez, la princesse Anne, des divorces partout. La princesse Margaret, on a beaucoup accusé, et c'est injuste, Elisabeth d'avoir empêché le mariage de sa sœur avec le capitaine Townsend. Non, c'est le gouvernement qui a dit nous ne pouvons pas, nous sommes dans l'après-guerre, dans le Royaume-Uni qui se remet de ses restrictions, de son héroïsme coûteux à tout point de vue. Hein. Rappelez le Blitz, les bombardements de Londres, de Coventry, etc. Donc c'est le gouvernement qui, voyant que Margaret allait épouser un héros de la Royal Air Force, mais enfin qui était un divorcé, ça ne se faisait pas à l'époque, etc. Et la reine n'a pas pu défendre sa sœur qui était assez fantasque, nous dirons. Oui, alors justement, il faut savoir que Margaret, donc, qui est de la cadette de 4 ans d'Elisabeth, tombe amoureuse d'un bel aviateur, Peter Townsend. Une histoire d'amour très discrète, la reine est au courant, elle donne son feu vert. Malheureusement, il y a une photo qui paraît dans la presse où, à une cérémonie, Margaret enlève une peluche sur l'uniforme. C'est le ravage de la télévision. En réalité, c'est le jour du sacre et du couronnement. Oui. La princesse Margaret, sa sœur, est repartie pour gagner Buckingham. Ça y est, elle est souveraine. Attend elle-même sa voiture, son carrosse. Et les caméras sont braquées sur elle. Et on voit qu'un officier, en belle tenue,
en effet, qu'elle chasse une peluche sur l'épaule de cet officier. Cette photo a fait le tour du monde. C'est le début de l'affaire Margaret avec Townsend, bon, évidemment, qui avait été aide de camp, écuyer du roi George VI. Et qui avait connu Margaret quand elle avait 14 ans. Il avait été frappé par ses yeux bleu-violet. Oui, absolument. Et ils étaient très amoureux. Et la rupture a été un devoir pour Margaret. Oui, un devoir. Alors, un héros, oui, mais un héros divorcé. Donc, il faut quand même se remettre dans les mœurs de l'époque. Le côté sacrifice et héroïque du Royaume-Uni est encore très présent, donc on n'admet pas que la princesse Margaret ait une vie dissolue, de même qu'on n'admettra pas aussi qu'elle boive trop dans les boîtes de nuit, qu'elle fréquente Mick Jagger. Voilà, et qu'elle passe du bon temps aux Caraïbes, aux frais du contribuable britannique. Non, Élisabeth II a vécu toute cette évolution des mœurs, y compris, je dirais, dans sa famille. Aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème, le mariage de Margaret et de Peter Townsend. Non, mais il faut respecter l'atmosphère de l'époque, les codes sociaux. Voilà, il y a une évolution. Bon, on peut trouver qu'elle est bonne, on peut trouver qu'elle est regrettable par moments. Ça, c'est le jugement qu'on peut avoir, mais Élisabeth avait ce sens du devoir. Et que va penser l'opinion ? Que va penser le peuple, le contribuable britannique qui a envie d'être fier ? Parce que la monarchie britannique est un spectacle unique grâce à ce sacre et ce couronnement télévisé. Oui, et puis il y a cette presse, effectivement, qu'on n'appelle pas encore People, oui, mais qui est née en Angleterre. Aujourd'hui, en France, oui, des tas de journaux racontent la vie privée des personnalités. En Angleterre, c'était le quotidien, cette époque-là. Oui, c'était le quotidien, et il était très mal vu d'y répondre à ces journaux. C'est ce que la princesse Diana, la belle-fille de la reine, ne comprendra pas, entretenant des polémiques avec les journalistes, avec des rendez-vous secrets, etc. Je dirais que la vie d'Élisabeth II est un catalogue complet de l'évolution des mœurs. Elle était unique comme à la fois actrice et comme témoin de tout ce que nous avons vécu depuis des décennies et des décennies. Et il y a une autre affaire, Jean Descartes, qui est un petit peu oubliée, c'est l'affaire Profumo, qui a fait un scandale aussi dans les années 60. Oui, alors ça, c'est un médecin mondain qui va avoir un comportement pas très élégant, etc., qui a des relations avec une très jolie femme, et il se trouve que cette jolie femme est elle-même au mieux avec un diplomate soviétique. Bref, je dirais pour résumer que derrière cette affaire de sexe, qui est aussi une affaire d'espionnage, l'œil de Moscou était aussi à Londres. Voilà, et la reine découvre ça. Alors, on peut ajouter qu'elle a vécu quelque chose d'autre, c'est que un homme remarquable dans la connaissance de l'histoire de l'art, le professeur Hunt, qui était un spécialiste de Poussin et de l'art classique français, était le conservateur des collections de la reine. Elle le voyait très souvent, les collections privées. Et cet homme avait été un agent du roi George VI contre l'Allemagne, un agent secret dans les années 40, pendant la guerre. Et on découvre, par les services secrets britanniques, qu'en fait, c'est un agent double et qui est devenu un agent de Moscou. La reine l'avait décoré, c'est un choc. Ça fait partie des événements qu'elle a vécus et dont elle ne devait pas et ne pouvait pas parler, avec un sens étonnant. Mais ce qu'elle a appris, ce qu'elle a subi quelquefois, que le public n'a pas connu ou n'a pas connu tout de suite, est considérable. Oui, et en plus, on ne le saura sans doute jamais. Il y aura des tas de secrets qui seront préservés. Il y a évidemment, il y a beaucoup de choses... Vous savez, c'est ce qu'on appelle les for your eyes only, c'est-à-dire les documents pour vos yeux seulement, du souverain, des choses à savoir, mais dont on ne parlera jamais, peut-être des affaires qui n'éclateront pas, ou qui ont tourné d'une façon différente. C'était fou, la somme d'informations qui arrivaient tous les jours, y compris à la fin par les moyens les plus cryptés, les plus secrets, à la connaissance du souverain. Connaissance obligatoire, et ce qui avait beaucoup choqué la jeune Élisabeth, c'est que son oncle Édouard VIII, quand il recevait les dépêches, les dossiers urgents et confidentiels du gouvernement, ne les lisait pas ou les lisait distraitement et les renvoyait on voyait les ronds des verres de whisky de Madame Simpson
ça ne faisait pas sérieux. Voilà. Ce qui a fait sérieux, en revanche, c'est ce qui s'est passé le 7 juin 1977. On en parle dans quelques instants avec Jean Descartes, en souvenir de la reine Elisabeth. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, une émission spéciale en souvenir de la reine Elisabeth, le plus long règne de l'histoire de l'Empire britannique. Et on en parle avec Jean Descartes. Jean Descartes qui a publié la biographie d'Elisabeth et la saga des Windsor chez Perrin, un livre de référence par rapport à tous les autres livres qui sont sortis sur le sujet. Alors, 7 juin 1977, le jubilé de la reine. Ça, c'est un événement aussi. Oui, parce que elle a été, si je puis dire, en compétition avec son ancêtre, la reine Victoria, qui avait régné très longuement, mais on sait, Elisabeth II a battu ses records. Et il y a eu des cérémonies absolument grandioses, partout. Alors, il y a eu plusieurs jubilés d'argent, d'or, de diamant, etc. Mais on peut retenir, si vous voulez, les festivités fabuleuses, par exemple un défilé sur la Tamise, on n'avait pas vu ça depuis le XVIIe siècle, avec des bateaux reconstitués, un amour des Londoniens d'une façon extraordinaire, avec cette flottille. Il y avait le sens de l'histoire, et souvent, la reine disait ce qu'elle avait dit à ses premières interventions, un nouveau règne élisabétain, en souvenir évidemment de la reine Elisabeth Ier, et c'est ce qui a permis à Elisabeth II d'être aussi populaire. Je crois que les défilés des cérémonies de la garde à cheval, qui ont fait de Londres d'ailleurs la dernière ville au monde à ma connaissance où le cheval ait été aussi et soit aussi présent. Toutes les obligations officielles, avec quelquefois des clins d'œil. Il y en a que le public n'a pas perçu. Par exemple, après les attentats de New York sur le World Trade Center, la reine a fait exceptionnellement jouer par sa garde, la musique de sa garde personnelle, l'hymne américain. Et elle l'a fait savoir au président américain qui était bouleversé. C'était quelque chose de formidable de changer, d'ajouter au God Save the Queen l'hymne américain. Donc elle avait un sens discret, je dirais, du spectacle. Alors les jubilés ont été fabuleux parce qu'ils étaient toujours couronnés par le défilé des avions, les Red Arrows. Je veux dire... le public, les citoyens britanniques, les sujets de Sa Majesté ont régulièrement été acceptés, invités, témoins de ces festivités, de la vie publique de la famille. Oui, et en même temps, elle affrontait tout ça avec le sourire, enfin son sourire personnel, mais quand on nous voit le nombre d'épreuves qu'elle a traversées, même familiales, c'est insensé. Ah ben c'est insensé, je veux dire, quand elle a donné en 1956 son aval, qu'elle a signé, ce que le chef d'état-major des armées lui demandait, l'ordre de mobilisation des troupes pour l'opération de Suez au moment où le colonel Nasser avait nationalisé le canal, etc. Et c'était un fiasco, cette opération franco-britannique, on le sait. Bon, elle a vécu des épreuves très dures, elle a vécu des succès, je veux dire, quand Andrew est revenu glorieux de la guerre des Falklands, la guerre des Malouines. Enfin, un catalogue d'événements heureux, malheureux, des drames. Ne parlons pas de Diana, mais simplement, disons... On va en parler de Diana tout à l'heure. Je pense qu'Elisabeth II a vécu tout ce qu'on peut vivre dans une famille comme les autres, et dans une famille qui est en spectacle, dont toute la vie est exposée. Alors, à ce sujet, rappelons tout de même le libéralisme de la famille royale et de la reine d'avoir permis la série The Crown, qui était quand même assez audacieuse, parfois pas très exacte historiquement, surtout vers les derniers épisodes, parce qu'il n'y avait plus toujours le contrepoint de mon confrère Robert Lacey qui disait là on n'est pas tout à fait sûr de tel événement, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça ni à tel endroit, etc. Mais enfin, laisser raconter par une fiction réelle, si je puis dire, sa vie alors qu'on est en vie soi-même, c'est rare. Voilà. Alors, dans les drames qui l'ont marqué, mais ça a surtout marqué le prince Charles, c'est la mort de Lord Mountbatten. Ah oui. Ça a été un vrai drame pour Charles, surtout. C'était son oncle, alors, il l'adorait. Un vrai drame pour Charles, parce que c'était son mentor. Je me souviens que Charles, à l'office religieux à la mémoire de Lord Mountbatten, que j'ai connu personnellement et qui était un homme avec une allure extraordinaire, imposante et beaucoup d'humour,
Charles serrait les poings et traitait les assassins irlandais de bastards, ce qui est très fort, de bâtards en anglais. Alors, c'est, d'après les témoignages, la seule fois où... Alors, j'ai parlé du Britannia avec l'alarme d'adieu au Britannia qui est désarmé, mais on a vu la reine, lorsqu'elle apprend que Lord Mountbatten a été assassiné par l'IRA, elle s'est éloignée des gens avec lesquels elle était en train de bavarder, s'est mise au fond du jardin et on l'a vu de dos secouée de spasmes, sans doute était-elle en larmes. Mais il y avait une maîtrise extraordinaire de ses émotions et surtout les tristes émotions qu'elle avait vécues dans toutes ces circonstances. Et puis un jour, elle apprend par indiscrétion que son fils, Charles, aurait une liaison avec une certaine Camilla Parker Bowles. Alors ça, c'est pas la première fois qu'un futur souverain britannique a une liaison. On se souvient d'Édouard VII, évidemment, qui aimait beaucoup la France et surtout les Françaises. Bon, la reine, toute la famille a été informée. Alors on peut dire avec le recul que Diana était elle-même informée et qu'elle a fait le pari qu'elle ferait oublier à Charles son ancienne liaison. Bon, elle a perdu son pari. Je voudrais dire simplement que Diana, paix à son âme, avait été considérée, et c'est son frère, le comte Spencer, qui l'a dit à ses obsèques, que sa sœur était assez perverse. Donc Diana avait fait un pari, c'est de faire oublier Camilla. Pari perdu, on le sait, et que moi j'ai vécu comme journaliste où elle se plaignait d'être harcelée par la presse, mais elle convoquait les journalistes et ensuite leur disait « mais vous me harcelez, vous me suivez tout le temps, je ne vous attends pas, je n'avais pas rendez-vous avec vous, etc. » Donc la reine a dû gérer tout ça et a fait le mieux qu'elle pouvait avec son ex-belle-fille, y compris de la faire protéger par le service secret officiel, ce que Diana ne voulait pas, absolument convaincu dans son délire qu'on allait l'assassiner. Alors, il faut savoir aussi que lorsque la reine apprend que son fils a une liaison avec Camilla, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants. Et Diana va arriver là-dedans. Oui, Diana arrive là-dedans. Alors, il faut dire que c'est pas la première fois que ça se situe, mais enfin là, c'est quand même du trouble dans le programme. Donc, beaucoup de gens étaient au courant. C'est un pari. Ils vont... Elle est choisie. Elle est choisie, mais Diana avait dit, moi, je veux me marier à Westminster ou à Saint-Paul, enfin dans un endroit prestigieux, et elle s'est entêtée, paix à son âme, mais elle s'est entêtée en disant je ferai oublier à Charles Camilla. Voilà. Oui, alors elle a commencé par commettre quelques maladresses à la cour, c'était pas simple. Oui, et puis alors, ces maladresses étaient stupides et infantiles, je dirais. Arriver systématiquement en retard au déjeuner ou au dîner donné par la reine, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que ça prouve? Rien. C'était pas ça qui... Bon, ensuite, les relations avec les médias, on le sait. La désastreuse interview à la BBC. On sait qu'en plus, les documents qu'il lui présentait étaient faux, mais ça lui convenait. Enfin, c'est-à-dire beaucoup. Bah oui, Martin Bachir avait... prétendu qu'il y avait des sommes d'argent qui étaient en jeu et tout ce qui pouvait atteindre Charles était bon pour Diana. Elle a même dit qu'il ferait un très mauvais roi, un très mauvais souverain, ce qui était une accusation qui a fait trembler la monarchie. Ils se sont mariés et le divorce, c'est pratiquement le deuxième jour qu'ils ont commencé à songer au divorce. Oui, à peu près, et on les verra séparés, se regardant, faisant la tête, etc. Mais Diana a eu elle-même le défi de plusieurs liaisons, donc je dirais que c'était un concours d'adultère. À un moment, ils étaient très malheureux. Ça n'a pas été facile pour les deux garçons, Harry et William, évidemment. Bien sûr, et il y a eu ce fameux 31 août 1997, sa mort dans un accident de voiture au pont de l'Alma. Alors, on sait maintenant que Jacques Chirac avait disparu, il était au Maroc avec une amie, et que c'est Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui est allé à l'hôpital s'occuper des formalités. Oui, mais on sait aussi qu'il y a quelque chose de très bizarre. Pourquoi Diana et Dodi Al-Fayed quittent-ils tout d'un coup le Ritz à 0h10, aucun engagement prévu à cette heure-là, et partent dans cette courte folle à bord d'une voiture qui est une épave, qui ne faisait pas partie du parc automobile du Ritz, avec un chauffeur dont on a dit qu'il avait bu. Non, il n'avait pas
été vu ivre-mort au bar Hemingway, puisque le bar Hemingway était fermé. On a raconté beaucoup de choses. Et un garde du corps qui n'était pas du service officiel de Scotland Yard. Donc, beaucoup d'amateurisme. Pourquoi ce départ en pleine nuit avec cette fatalité? Oui, c'est un policier dépêché par Jean-Pierre Chevènement qui a dû mettre en sécurité le corps de Diana parce qu'elle est morte avant d'arriver à la Salpêtrière. C'était un cauchemar pour la reine parce que Diana pensait toute la journée qu'on allait l'assassiner. Non, la reine voulait protéger la mère du futur roi. Voilà. Alors, le futur roi, effectivement, William et Harry ont grandi, oui. Et ils ont grandi, et surtout, sera-t-il roi un jour, c'est un autre problème, mais surtout, William et Kate, ça a été aussi une chose qui a un peu rassuré la reine, Jean Descartes. Ah oui, ça a été, après tous les ennuis et les épisodes catastrophiques vécus avec Diana et la chute de popularité de la famille royale et de la monarchie, le mariage de William et de Kate, première future reine issue de la moyenne bourgeoisie, mais ravissante et ayant un bon sens du devoir, a été formidable. Et la reine était tellement contente de ce renversement d'ambiance enfin qu'elle a accepté que le 4e étage de Buckingham Palace soit ce soir-là, le soir du mariage, transformé en boîte de nuit, qui est un très bon signe. Elle est allée dormir, se reposer à Windsor parce que c'était plus calme. Voilà. En revanche, elle a eu moins de chance avec Harry et Meghan parce que là, un peu, c'est pas clair là aussi. Oui, surtout que ça rappelle des mauvais souvenirs aux Britanniques, c'est-à-dire Meghan est une Américaine, bon. Alors, une comédienne, bon, mais qui n'a cessé de se plaindre et d'étaler ses rancœurs devant tout le monde, qui a commis un certain nombre de fautes au moment de la pandémie, qui ont aggravé l'état d'esprit des Britanniques, c'est-à-dire qu'ils sont partis, le couple Harry et Meghan, pour le Canada puis les États-Unis, abandonnant le territoire, je dirais, britannique, le sol de la mère patrie, que plus tard, l'enfant qu'ils ont eu sera le premier arrière-petit-enfant d'un souverain britannique qui ne soit pas né sur le territoire britannique, et ensuite, cette actrice, cette comédienne, ne cessant de se plaindre et de faire des confidences aux journalistes, etc., et de vivre un faux roman royal, alors qu'il n'était plus Altesse royale, c'est le gouvernement qui l'a demandé, donc il ne pouvait plus représenter la couronne. C'était très dur pour Elisabeth, parce que Meghan, lorsqu'elle a été envoyée en mission par la reine avec Harry en Afrique, auprès des pays du Commonwealth, a trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Il n'y avait pas plus important selon la reine, que de maintenir le lien avec le Commonwealth. Le 9 septembre 2015, Jean Descartes, elle bat le record du règne le plus long de l'histoire de la monarchie britannique, donc détenu par la reine Victoria. Est-ce qu'elle l'imaginait, Elisabeth, vivre aussi longtemps? Eh bien, écoutez, c'est fantastique, et elle a rendu hommage à son ancêtre en allant réinaugurer la mise en service d'un train à vapeur touristique en Écosse qui avait été mis en service du temps du règne de Victoria. Donc la liaison entre ces deux femmes et le temps du règne avec l'évolution du monde est absolument unique. C'est pour ça qu'Élisabeth II a été à la fois actrice et témoin de l'évolution de notre monde. C'est un exemple sans doute unique qui ne se reproduira plus. À ce point, ça me paraît délicat, parce qu'avoir connu la Deuxième Guerre mondiale, tous les conflits possibles que nous avons connus depuis, et être encore là jusqu'à ces derniers temps, c'est exceptionnel. Un destin exceptionnel que vous racontez dans ce livre sur Elisabeth et la saga des Windsor chez Perrin. Merci Jean Descartes de l'avoir aussi bien raconté. Merci d'avoir participé à ces Clés d'une vie exceptionnelles. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.